Et nous voici en 1968, volcanologue chercheur et volcanologue porteur, dit Sherpa, gravissant une nouvelle fois l'Etna. Le travail, c'est bien, le divertissement l'est aussi. Et pratiquer le rugby à 3000 mètres d'altitude et en tenue de combat volcanologique, cela valait la peine d'être fixé sur la pellicule, car à 3000 mètres, le souffle, il est court. Nous montions là vers le cratère central où venait de brutalement s'ouvrir une gueule éruptive large de 7 mètres à peine, mais vraiment très virulente. De temps en temps, cette Bocca Nuova lançait dans le ciel des anneaux dignes d'un vieux fumeur de pipe. La Bocca Nuova, la bouche nouvelle, était assez terrifiante et le danger n'était pas nul. Mais elle semblait aussi offrir aux volcanologues une occasion très exceptionnelle d'étudier les gaz éruptifs. Par gaz éruptif, il faut entendre ceux qui n'ont été mélangés ni d'eau souterraine, ni d'air atmosphérique, donc ni hydratés, ni oxydés, ni refroidis, mais des gaz tels qu'ils ont été engendrés par le magma profond. Le plus souvent, il est impossible de les échantillonner. Ici, nous l'avons fait. Malheureusement, les analyses devaient nous montrer qu'entre deux trains de bouffées successives, de grandes quantités d'air étaient aspirées par la gueule et que cet air altérait la composition de nos gaz. Nous y avons dosé en effet beaucoup d'azote, d'oxygène et d'argon, c'est-à-dire de l'air, mais aussi, dans les bouffées puissantes, jusqu'à 50% de dioxyde de carbone, de l'anhydride sulfureux, de l'hydrogène. Non sans mal, nous y avons installé une sonde faite d'un tube d'acier dans lequel passaient les fils reliant les capteurs de vitesse, de température et de pression placés à son extrémité, les reliant donc aux enregistreurs, eux logés en un lieu moins exposé à 50 mètres en arrière. Nous avons enregistré des vitesses atteignant 160 mètres secondes, c'est-à-dire plus de 500 km à l'heure, et des températures de l'ordre de 1000 degrés centigrades. D'autre part, pour chercher à découvrir les éventuelles variations de la chimie des gaz éruptifs en fonction des soudaines augmentations de débit et de température, nous avons prélevé quantité d'échantillons pour les analyser ensuite au labo. Dans la très étonnante dépression tectonique de la Fare, qui, nous l'avons vu dans la deuxième émission, constitue avec la mer Rouge et le golfe d'Aden un océan dans l'enfance, et par-delà la fabuleuse plaine de sel de Dallol, dans la chaîne volcanique qui la limite au sud, nous avons, en 1968, découvert dans le vaste cratère elliptique de l'Ertaale, elliptique car parallèle à la direction tectonique de la mer Rouge, un lac de lave en fusion occupant son extrémité septentrionale. C'était, après celui du Nyiragongo découvert 20 ans auparavant, le deuxième lac de lave permanent, connu alors à la surface du globe. Mais autant celui du Nira
était difficile d'accès, autant celui-ci ne l'était pas. À fleur de plancher du cratère, lui-même très accessible par le sud, la lave en fusion était d'autre part des plus paisibles. Et de nouveau l'Etna. En 1971, une éruption avait éclaté vers les 3000 mètres d'altitude, puis, après un mois d'activité spectaculaire là-haut, la fissure éruptive prit en écharpe tout le haut du flanc sud de la montagne et s'ouvrit jusqu'à 1800 mètres. Et les laves qui sortirent de ce point relativement bas descendirent jusqu'au bourg, étagé à partir de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Fataliste, ce vieux vigneron s'en va sulfater une vigne que les coulées menacent. Comme elles menacent les demeures. Lentes mais inexorables, elles avancent à travers tout. Lorsque tout espoir est perdu, l'on sauve ce qui peut l'être. Nous, les volcanologues, sommes toujours à la recherche d'informations qui permettraient de mieux comprendre le phénomène, et donc éventuellement de le prévoir. Et ce ne sont guère ces aspects dramatiques qui nous attirent, mais beaucoup plus les bouches éruptives d'où ces coulées proviennent. Aussi gravissons-nous, une fois de plus, les pentes familières du Monte Gibello, autre nom que les Siciliens donnent à l'Etna. C'est dans les fumées, là-haut, à gauche, au pied du cône sommital, que les choses qui nous intéressent se passent. Au pied du cône terminal, vers les 3000 mètres d'altitude, une gueule explosive s'était soudain ouverte après plusieurs semaines d'éruption, et cette gueule avait une activité tout à fait inhabituelle pour l'Etna. Une activité de cendres noires mêlée de volutes blanches de vapeur d'eau. Comme pour l'éruption sous-marine de Capeliños, cette anomalie était provoquée par l'eau, mais pas par celle de la mer ici, celle des épaisseurs de neige de l'Etna hivernal. Les bombes qui s'abattaient ici, dans l'épais tapis de cendres tout autour de moi, m'inquiétaient et tout à la fois me fascinaient. À circuler sur des laves encore chaudes, on ne se douterait pas que cela se passe alors qu'une épaisseur de plusieurs mètres de neige couvre encore les pentes supérieures de l'Etna. Et cette coulée ne progresse pas sur la neige, mais sur le sol et au travers de la neige, qui, évidemment, fond au contact de cette masse à plus de 1000 degrés. Les pylônes, ce sont ceux du téléphérique qui insultaient l'Etna, comme d'autres téléphériques insultent le massif du Mont Blanc ou la mer. Mais l'Etna, lui, il peut se défendre.
Pour aller mesurer et échantillonner dans les gueules éruptives d'où s'échappaient les coulées, il fallait se protéger de la chaleur par des vêtements spéciaux et par une visière à feuilles d'or, et des bombes par un aume posé sur les épaules et non pas sur la tête. Les vertèbres cervicales et les muscles du cou ne valent pas ceux du dos et des reins. Nous sommes à l'intérieur de ce petit cratère adventif. Notez sa crête derrière les fontaines incandescentes. C'est de cette crête, mais de l'extérieur, que vous allez voir le Guernes prélever des échantillons de gaz avec une perche spéciale qu'il avancera par-delà la lèvre à pic dans les jets de gaz éruptifs, inaccessibles par l'intérieur du cratère. Sur un autre évent, l'homme au deuxième plan va échantillonner les gaz éruptifs et celui du premier plan va tenter de mesurer la pression et la température de ces jets étonnamment puissants. Tellement puissants que malgré sa musculature d'athlète et malgré les quelques centimètres carrés seulement de la surface offerte par les capteurs, Ranran ni Fanfan ne parviendront à maintenir leurs instruments dans le jet gazeux. Les capteurs étaient raccordés aux enregistreurs par des câbles. La vitesse était mesurée par une hélice à axe vertical dont le roulement était refroidi par l'eau contenue dans le récipient métallique au-dessus du capteur. Cette vitesse était de l'ordre de 300 km/h et en quelques secondes, l'hélice avait été portée au rouge. Depuis 1959, j'étais retourné dans le Nyiragongo à diverses reprises et chaque fois je l'avais trouvé différent. Ici, en 1972, nous y avons conduit une grosse expédition, beaucoup trop grosse d'ailleurs. 200 porteurs, des Banyarwanda, nous furent nécessaires. Au travers de la forêt équatoriale d'altitude, nous montons jusqu'au camp des Bruyères vers les 3000 mètres. Puis, plus haut, nous gravissons les dernières pentes couvertes de lobélies et de sensons géants. À 3470 mètres, le sommet ou, mieux, la lèvre du cratère et le repos au camp que nous y planterons. Michel Vaucher, alpiniste genevois de très grande valeur. Visiblement fatigués, Le Guernes et Michel Loy, excellents alpinistes eux aussi. Pierre Bichet et Yvette Vaucher, alors la femme à être montée le plus haut au monde sur l'Everest. Depuis ma dernière visite, en 1966, le fond du cratère avait considérablement changé. Le profond puits central avait été progressivement comblé par la remontée du niveau du lac. La deuxième terrasse n'était plus qu'à 3 mètres à peine sous la première et le lac de lave ne se trouvait pas à plus de 50 mètres sous la terrasse supérieure. Descendre la paroi est désormais des plus simples, mais comme la moitié des quelques douzaines de participants de cette expédition monstrueuse n'avaient jamais pratiqué l'escalade, il convenait que les alpinistes chevronnés s'en occupent pour assurer une sécurité maximale. En nettoyant la paroi de ces blocs instables, en fixant des pitons d'assurance, en installant des cordes fixes et même en un certain point une échelle d'alu. Et pendant 2 journées pleines, nous ferons la navette dans la paroi pour assurer la descente des cordées de néophytes. Le camp du sommet
et le camp de travail dans ce temps médiocre trop fréquent sous l'équateur ou haute latitude. Entre la première et la deuxième terrasse, quelques mètres de dénivellation seulement et une large crevasse. Nous allons travailler les gaz puissamment émis par le lac qui se trouve 50 mètres plus bas, à l'aplomb de son panache, et que le vent rabat vers nous. En contre-champ, voici le lac de cette année 1972. Il était aussi violemment actif que celui que j'avais découvert en 1948. Il était logé tout contre la paroi ouest du puits, large de quelques 200 mètres, et à l'est du lac s'étendait une terrasse horizontale de quelques 20 000 mètres carrés. Dès la première de la douzaine de nuits que nous avons passées cette fois dans le cratère, nous avons découvert que le lac, tout à coup, se mettait à enfler jusqu'à déborder et à s'épancher sur cette plateforme qu'il envahissait en quelques minutes sous une épaisseur de 2 à 3 mètres de lave liquide. Nous étions réellement fascinés par la progression rapide, mais qui semblait lente à cause des dimensions mêmes de l'événement. Je sais que ces images impressionnent moins que les coulées déchaînées, et il y en avait là-bas aussi cette fois, ou que les feux d'artifice volcaniques. Mais moi, elles m'impressionnent incroyablement plus, peut-être à cause de l'ampleur exceptionnelle du phénomène, que, faute de point de comparaison, ces images ne peuvent rendre. Mais songez qu'un homme est beaucoup plus petit que le liséré clair qui constitue le fond de cette marée en train d'envahir tout le fond du formidable puits du Nyiragongo. Ceci, c'est la peau de refroidissement après un débordement quand le lac regagne son lit, peau qui glisse et révèle la chair incandescente. Dans les gorges, dans ces canyons que vous avez peut-être remarqués et qui creusaient la plateforme inférieure, les débordements se transformaient en coulées impétueuses.